Chantal Gomez, bonjour. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation de l'association Polygone et de venir vous entretenir avec nous sur votre programme et votre engagement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout d'abord, si vous le permettez, je vais faire une courte présentation de vous. Donc Chantal Gomez du parti Lutte ouvrière. Vous êtes retraitée, ancienne dessinatrice technique. Vous avez déjà été candidate aux élections régionales de 2015 et également candidate aux élections européennes de 2019. Vous êtes militante de la CGT et aujourd'hui tête de liste du parti Lutte ouvrière pour ces élections régionales Auvergne-Rhône-Alpes prévues en juin 2021. Donc votre parti politique met l'accent sur le rôle central de la classe ouvrière et plus généralement des travailleurs. Donc en effet, faire entendre le camp des travailleurs est le nom de liste du parti Lutte ouvrière pour ces élections de 2021. Donc pour reprendre vos mots, Madame Gomez, le but de votre candidature est de permettre à ceux qui se reconnaîtront dans votre discours de se compter. Et donc les travailleurs sont une priorité pour votre parti et pour ces élections, puisque je cite « Seuls ceux qui font tourner la société sont capables de la gérer », avez-vous affirmé. Le parti vient donc principalement défendre ses idées aux élections. Vous savez tout. Parfait. Donc pour commencer, première question d'un membre actif de l'association Polygone. Quelle est l'origine de votre engagement ? Eh bien, c'est depuis mon adolescence. C'est en fait la révolte, l'indignation devant cette société, mais pas simplement autour de moi, c'était au niveau du monde entier. Il y avait des famines, il y a eu cette injustice. Je suis d'une famille ouvrière, donc voilà, on tirait le diable par la queue tous les fins de mois. Tout était difficile. Donc à l'époque, il y avait beaucoup plus de militants dans les rues. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont disparu. Et je me suis engagée d'abord avec le Parti communiste. Il y avait la jeunesse communiste devant mon lycée. Et puis j'avais des amis. Et puis très rapidement, ce parti, je ne l'ai pas trouvé assez révolutionnaire pour moi. Et j'ai rencontré mes camarades de lutte ouvrière avec qui je suis depuis 1979. Et donc je suis restée communiste depuis cette période. Et je suis toujours communiste. Et la société aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, ça me conforte dans mes convictions. D'accord, très bien. Donc justement, pour parler plus du parti, la lutte étant le mot d'ordre de votre parti, vous avez dit dans une précédente interview, on n'aura rien si on ne lutte pas. Et qu'entendez-vous justement par lutter contre qui? Un système, un modèle économique? Et on a aussi cette question des travailleurs. Qui sont-ils au final? Qu'est-ce qu'ils englobent? Alors d'abord, je vous réponds sur les travailleurs. Vous voyez, les travailleurs, c'est ceux qui font tourner toute la société, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et depuis le début de cette pandémie, il y a un an et demi bientôt, on a vu qui étaient les travailleurs, hein, ceux qui étaient en première ligne, ceux qui ont fait les soignants, les aides à domicile, les éboueurs, les intérimaires, les ouvriers qui ont continué à travailler en prenant tous les risques et qui, grâce à eux, tout a pu fonctionner. Vous savez, si les hôpitaux, même débordés, ils ont fonctionné, c'est parce qu'il y a des infirmières, il y a des soignants, voilà. Ça, par travailleur, j'englobe l'ensemble de la classe ouvrière, c'est-à-dire qu'on soit ingénieur, qu'on soit ouvrier, qu'on soit femme de ménage, qu'on soit employé, technicien. On participe tous au bon déroulement, si on peut dire. On peut parler de bon déroulement en ce moment, mais de cette société. Et c'est pour ça que je défends cette idée que les travailleurs, ils doivent prendre le pouvoir et ils peuvent la gérer eux-mêmes très bien, parce qu'aujourd'hui, cette classe de parasites, d'actionnaires, de grands capitalistes qui gèrent eux-mêmes la société, qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent gérer la société, ils ont montré leur incapacité totale. Justement, il a suffi d'un simple virus pour enrayer complètement cette machine. Et puis, on voit que finalement, cette société, elle fonctionne comme ça depuis longtemps. On l'a dénoncé, mais là, je trouve que la pandémie, elle a vraiment mis en avant un système qui a des tares, et ces tares, il va falloir justement renverser cette société. Et je pense que c'est les travailleurs qui peuvent la faire fonctionner sans avoir à rendre des comptes ou en passer par une minorité qui s'enrichit sur leur dos et qui n'apporte rien finalement et que des mauvais choix uniquement pour des profits. Voilà. Alors par lutte, puisque la question c'est la lutte, moi j'entends par lutte la lutte de classe.
c'est que dans cette société, il y a d'un côté justement ceux qui travaillent, ceux qui font fonctionner, ceux qui produisent toutes les richesses, hein, les travailleurs. Là-dedans, j'englobe bien sûr les chômeurs et puis les retraités qui en fait partie aussi. Et puis en face, eh bien, on a une minorité de privilégiés, de grands actionnaires, de très riches. Vous savez, en France, ils ne sont pas si nombreux que ça. Une quarantaine, je crois. Ils se sont encore enrichis pendant la pandémie. Et c'est quand même eux qui décident, qui imposent une dictature sur toute l'économie, sur toute la société, et qui font des choix. Et nous, on n'a pas notre mot à dire. Donc, lutte, c'est déjà lutter pour nos revendications, lutter pour nos intérêts, comme défendre son salaire, son emploi. Son emploi en ce moment, par exemple, lutter pour la répartition du travail entre tous, parce qu'il y aurait de quoi donner du travail aux plus jeunes, voilà, aux étudiants notamment, et puis à tout le monde, et puis répartir le travail entre tous, et qu'il n'y ait pas de chômage, qu'il n'y ait pas de chômeurs, et des gens qui se sentent inutiles alors qu'il y a du boulot par-dessus la tête dans les hôpitaux, dans beaucoup de services, dans les usines, etc. Bon, je crois qu'on reparlera de l'emploi, mais par lutte, j'entends déjà... vous savez, il y a des luttes tous les jours. On en parle peu, en fait. Mais tous les jours, il y a des ouvriers dans les usines qui défendent leur salaire, qui défendent leur emploi. En ce moment, vous avez vu les licenciements. Voilà. Mais moi, je veux parler de lutte de manière plus générale en disant qu'en fait, c'est la mobilisation des travailleurs et c'est l'organisation des travailleurs. C'est-à-dire se poser la question. Moi, je suis pour créer un vrai parti communiste révolutionnaire aujourd'hui qui manque, hein, dans cette société, parce que les bourgeois, ils ont plein de partis, vous allez les recevoir ici d'ailleurs, qui les représentent, et puis la classe ouvrière, les travailleurs aujourd'hui, il n'y a pas de partis qui défendent leurs intérêts. Alors, c'est cette organisation, cette prise de conscience que on fait tout tourner, eh bien, il faut qu'on s'organise, c'est ça la lutte, c'est-à-dire avoir une conscience de classe, qu'on a des intérêts à défendre, et au-delà de nos intérêts immédiats, prendre aussi le pouvoir, en fait, pour gérer cette société. Justement, vous avez parlé du chômage et de l'emploi, donc justement, j'y viens. En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de chômage s'élève à 7%, ce qui reste quand même un chiffre important. Et d'ailleurs, du coup, l'embauche est une notion essentielle dans vos discours. Est-ce que cela serait du coup une priorité en tant qu'élu ? Et comment compteriez-vous favoriser cette embauche ? Donc, vous avez parlé des hôpitaux, etc. Mais du coup, est-ce que vous avez des précisions ? Alors, priorité en tant qu'élu, ils vous diront tous, ils ont tous des promesses à faire. Ils vous diront tous qu'avec eux, l'emploi, puis on voit, d'année en année, la société, elle s'enfonce dans la crise. Parce que là encore, une poignée de dirigeants, de grands capitalistes décident qu'on fera passer leur profit avant tout. Hein. Alors, si vous voulez, pour donner un exemple, aujourd'hui, il y a des milliers de morts, vous voyez, des milliers et des milliers de morts parce que tout le monde n'est pas vacciné, parce que tout le monde n'a pas droit au vaccin, etc. Eh bien, tout ça parce qu'une minorité de dirigeants, enfin d'actionnaires des labos pharmaceutiques a décidé qu'ils feraient passer leur profit d'abord. Voilà. Ça, c'est criminel. C'est criminel parce que des gens meurent tous les jours. Eh bien, tout ce système, il fonctionne comme ça. Il y a ce qui est mis en avant par cette classe de bourgeois, de grands capitalistes, c'est d'abord le profit et ce que ça va leur rapporter. Et tant pis si la société, elle s'écroule, tant pis s'il y a des familles qui sont mises dans la misère, tant pis s'il y a des jeunes, s'il y a la galère tous les jours, ce n'est pas leur problème. Voilà. Alors, revendiquer un emploi, un salaire digne de ce nom, c'est essentiel. Et partager le travail entre tous aujourd'hui, si on était élu, c'est pas nous qui allons donner du travail. C'est évident que là encore, ça sera les mobilisations, ça sera les luttes, il faudra l'imposer. Mais vous savez, quand vous voyez aujourd'hui que les manifestations qui ont eu lieu pour la retraite, les manifestations des jeunes, pour le climat et tout ça, pour leur arracher quelque chose, c'est très difficile. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des milliers de personnes dans la rue, puis finalement, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut leur arracher le pouvoir complètement, parce qu'ils ne lâchent rien, parce que leur économie est en crise et ils n'ont pas envie de faire baisser leur taux de profit
hein, et en donnant un petit peu de... C'est la compétitivité, c'est le règne du chacun pour soi, cette économie. C'est le règne du plus fort. Et donc, dans la compétitivité, dans la concurrence, eh bien, les industriels, par exemple, ou les banques, eh bien, elles ne donneront rien si on ne leur arrache pas ce qu'on demande. Et leur arracher pour les besoins immédiats, oui, mais pas seulement. C'est leur arracher aussi le pouvoir de décision et les empêcher de cette dictature sur l'ensemble de la société. D'accord. Et justement, pour parler des étudiants qui sont actuellement en grande difficulté, hein, on le sait, que ce soit par rapport à la précarité, les études en elles-mêmes, ou encore à l'insertion professionnelle, finalement. Qu'en pensez-vous? Et c'est un combat, justement, qui vaut la peine d'être mené. Écoutez, les étudiants, c'est dramatique. Hein. Comme tout le monde, j'en connais. Et puis j'ai lu aussi le reportage. Voilà, y en a qui font qu'un repas par jour. Il y en a qui vont au restaurant du cœur. Les queues s'allongent. Voilà, ça montre aussi que cette société, elle s'en fiche de sa jeunesse. Qu'elle soit jeunesse ouvrière, qu'elle soit jeunesse des banlieues, qu'elle soit étudiant, c'est le dernier de leurs soucis. Et là aussi, il y a eu des luttes des étudiants et je pense que les étudiants sont des futurs travailleurs de toute façon et qu'ils intégreront le monde du travail. Et d'ailleurs, ils travaillent déjà, hein, beaucoup ont du boulot pour pouvoir payer leurs études. Je pense qu'ils devront se battre aussi ensemble. D'accord, très bien. Et du coup, pour continuer sur les étudiants et finalement la précarité, envisagez-vous des mesures de soutien au pouvoir d'achat des jeunes et plus généralement des classes populaires? Alors écoutez, moi je pense que les jeunes, hein, ils ne demandent pas la charité, ni les jeunes des banlieues, ni les jeunes en général, ni les jeunes étudiants. Ils réclament leur droit à l'existence. Hein. Déjà, si les parents ils avaient plus de moyens, si l'État assumait ses prérogatives, c'est-à-dire l'enseignement gratuit, les repas, les transports, etc., on ne serait pas dans la panade où on est aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, moi, je crois qu'on peut faire un constat, ils vont tous faire le constat, ils vont même avoir des emplâtres, les politiciens, sur des jambes de bois, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on en reste là, et je pense que les étudiants, il faut qu'ils rejoignent le combat pour changer, pour renverser ce système. On ne peut pas continuer à se plaindre encore longtemps parce que ça va être de pire en pire. Ils l'annoncent, vous savez, avec tout cet argent en plus qu'ils ont de la part des pouvoirs publics, de l'État comme du conseil régional ou d'autres, ou des métropoles. Ils sont en train de spéculer avec. On voit bien que ça ne va pas à l'emploi puisque tous les grands groupes qui ont touché plein de subventions, ils continuent de licencier. Donc, on va dans un mur, là. Il y a en plus la montée des idées réactionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu la tribune des généraux. Voilà. Y compris même les attaques contre la CGT, contre des militants ouvriers. Tout ça, c'est un peu inquiétant. Et moi, je crois que la jeunesse, si j'ai quelque chose à proposer à la jeunesse, c'est qu'elle rejoigne le combat des communistes révolutionnaires et qu'elle se... Vous savez, les études, ça sert bien sûr à avoir un boulot, à préparer un travail comme tout le monde, voilà. Mais ça aide, ça peut aider aussi à réfléchir, hein, et à penser que cette société, finalement, il faudra passer à autre chose. Il faudra vraiment il faudrait s'intéresser aux idées, je les invite moi à s'intéresser aux idées communistes révolutionnaires, à étudier, à voir pourquoi, comment une autre société. Vous savez, je dis souvent, l'ancien régime, il y avait toute une classe d'aristocrates qui faisaient la fête à Versailles et qui pensaient que leur classe, elle était éternelle, que sans eux, rien ne pourrait bouger. Aujourd'hui, on a ça avec les grands capitalistes, on a ça avec tous leurs serviteurs politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche. Moi, je pense qu'ils ne sont pas éternels. Voilà. Et que la classe ouvrière, en général, dans son ensemble, elle peut faire beaucoup mieux qu'eux. Et pour les besoins en satisfaisant les besoins, bien sûr, de se poser la question, de s'organiser nous-mêmes et de savoir cette société, comment on la fait fonctionner. Très bien. Donc justement, cette précarité est une cause essentielle de nos jours, ce qui vient aussi à nous interroger sur l'aménagement du territoire. Les transports en commun ont une grande importance, tellement qu'à partir du 1er janvier 2021, a été mis en place un abonnement gratuit et un abonnement à tarif réduit pour les plus démunis, ainsi qu'en 2020, un abonnement gratuit total pour le personnel concourant à la sécurité sanitaire. Donc, certains candidats des élections régionales souhaiteraient aussi la progression de la gratuité des transports en commun. Quels usagers devraient en bénéficier selon vous et quels sont plus généralement vos projets concernant ce domaine ?
Alors moi, pour les transports, écoutez, il y a des candidats, vous dites, qui manifestent leur désir de voir les transports gratuits. Tant mieux, ils devraient être gratuits puis depuis longtemps, parce que ces transports, nous les avons payés quand même avec nos impôts. Hein. Le patronat, dans tout ça, il donne pas grand-chose. Et donc là aussi, il y aurait de quoi, avec les milliards versés à fonds perdus, moi je suis pour qu'il y ait des transports publics partout, que le territoire soit équipé de la campagne à la ville, et puis aussi pour l'accessibilité aux handicapés. Donc il y aurait beaucoup à faire. Et si vous demandez l'avis à un étudiant de base ou à une femme de ménage ou à un technicien, s'il préfère mettre l'argent qui est balancé comme ça dans les entreprises aujourd'hui à fond perdu dans des transports en commun ou dans les hôpitaux ou dans les crèches ou dans les EHPAD, il va vous répondre tout de suite là où ça serait le mieux, bien sûr. Bon, alors donc, il y a un autre problème, c'est que, vous savez, l'aménagement du territoire, vous parliez aussi de l'aménagement du territoire, les transports, etc. Il faut des moyens. Alors, il y a les moyens publics et puis il y a des moyens aussi dans les caisses. Dans les caisses de toute cette... vous savez, les 40 milliardaires en France, ils ont 500 milliards d'argent là, sur leur compte. 500, enfin, ils représentent 500 milliards. C'est plus que le budget de l'État. Alors moi, je suis pour une véritable démocratie. Moi, je suis pour que ces comptes, ces livres de comptes, la population, elle y ait accès. Partout, à tous les niveaux, et y compris les comptes publics aussi, et qu'on sache cet argent, où il va, à quoi il sert, et qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, vous avez le secret bancaire et commercial. Moi, je suis pour son abolition et qu'on décide ensemble ce qui est bon pour le territoire, pour l'aménagement du territoire. Quels sont les manques? Faut-il refaire les ponts? Faut-il ici faire un lycée, etc. Et qu'on décide, que les travailleurs décident ensemble. D'accord. Et pour continuer justement en matière d'aménagement du territoire, les jeunes sont parfois très loin de leur université et même les salariés très loin de leur lieu de travail. C'est pourquoi le projet de RER entre Lyon et ses agglomérations a vu le jour finalement, également le RER vers Grenoble. Serait-ce aussi un objectif pour vous de réaliser cette expansion des transports entre les différentes villes et départements de la région, facilitant ainsi les déplacements ? Alors, je peux vous dire que des idées, vous parlez de ce RER, mais des idées, il y en a plein. Il y a la ligne qui longe le Rhône sur la rive droite, qui est fermée, qui desservait dans les années 60 et tous les villages, tout le long, la ligne SNCF. Il manque des lignes ferroviaires partout. Le réseau a besoin d'être restructuré, rénové. Bon. Donc, les besoins, ce n'est pas ce qui manque. Et si vous demandez l'avis des associations, si vous demandez l'avis des travailleurs, des secteurs du transport, de la SNCF comme d'autres secteurs, ils vont vous en sortir des cartons et des idées qu'on pourrait mettre en place. Le problème, c'est les moyens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'en reviens toujours à la même chose, mais il y a une classe de riches, de très riches, qui prélèvent leurs dîmes, y compris dans les caisses publiques, qui s'arrogent le droit. Voilà, c'est open bar pour eux. Ils s'arrogent le droit de se servir maintenant. Et les politiciens, à la Wauquiez ou Najat Vallaud-Belkacem qui a été au gouvernement, ils font tous la même politique, c'est-à-dire qu'ils les servent et qu'ils leur donnent l'argent public, notre argent, du vol de la collectivité. Donc moi je pense que des idées, il y en aurait plein. Mais le problème, c'est que le pouvoir, pour l'instant, il est dans les mains de gens qui n'ont pas du tout envie de satisfaire les besoins de la population. À moins que ça leur apporte un jour, mais pour l'instant, c'est pas ça. Eux, ils préfèrent, par exemple, spéculer à la bourse, et que tant qu'encore une fois, on n'enlèvera pas ce pouvoir-là, et qu'on renversera pas ce système, ça va se dégrader de plus en plus. D'accord, très bien. Et est-ce que du coup, pour vous, le meilleur moyen de développer la région serait donc de privilégier l'équipement et l'aménagement des territoires ruraux, ou à l'inverse, de développer les grandes villes ? Écoutez, on pourra faire tout un débat sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, sur ces grandes villes de plus en plus étouffantes, sur les territoires abandonnés, etc. Mais encore une fois, le problème,
c'est la population qui choisira. Hein, voilà. La désertification rurale, le fait qu'il n'y a plus de services publics nulle part, il y en a aussi dans les villes, il y en a dans les banlieues. Dans les villes, on a fermé des bureaux de poste, on a fermé des cliniques, des petits hôpitaux, dans les campagnes, etc. Donc tout ça, c'est tout un problème et c'est un manque de moyens, parce que ces moyens-là, eh bien, ils sont réservés à ceux qui en ont le moins besoin, absolument le moins besoin, et qui se fichent totalement de la population. Et pour parler du coup de l'environnement, qui est un thème central de nos jours, par exemple, la région soutient une vingtaine de plateformes locales de rénovation énergétique. Est-ce que pour vous, c'est une priorité et comment envisageriez-vous son amélioration au niveau régional du coup ? Alors, quand vous dites la région soutient, ça veut dire donner de l'argent encore, hein, à fond perdu. Alors là, cette fois, c'est pour l'économie verte. C'est le grand créneau là aujourd'hui. Sous prétexte de faire du développement durable, on arrose maintenant à coup de subvention. Vous voyez, une grosse entreprise comme Michelin qui licencie en plus, qui a annoncé 2300 licenciements. Eh bien, on va l'arroser. J'ai vu que Vauquier lui a donné des subventions publiques parce qu'ils ont tout un système à l'hydrogène. Bon. Mais là encore, en matière de développement durable, tant qu'on laissera le pouvoir dans les mains de gens qui ne voient que leur profit à court terme, eh bien, on ne pourra rien faire pour la planète. Et vous voyez bien que malgré tous les beaux discours, malgré les grands sommets des climats, eh bien, on en est toujours au même point. Et là, vous voyez, il y a eu un reportage que j'ai lu là, dans la vallée du Rhône, le sud de l'agglomération lyonnaise, avec toutes les entreprises chimiques, qui ne sont pas des petites entreprises, des grosses entreprises chimiques. Bon, ben, elles polluent, c'est elles qui polluent le plus, hein, ce n'est pas les transports d'ailleurs, c'est elles qui polluent le plus. Et ben, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles auraient pu prendre sur les profits qu'elles ont fait, toutes ces grandes entreprises, pour des équipements nécessaires, pour moins polluer, etc. Bon, elles ne l'ont pas fait parce que ça ne rapporte pas. Et au final, eh ben, ça va être les pouvoirs publics qui vont subventionner et il n'y aura même pas de contrôle. Donc peut-être que cet argent ne servira absolument pas à réduire les taux de pollution sur l'agglomération. Donc là encore, c'est un tout, vous savez. Cette société, finalement, elle nous mène à une crise économique grave, elle nous mène à une crise écologique, elle nous mène à des guerres pour le partage des matières premières, pour le partage des influences dans le monde. Et c'est tout un système que je dénonce dans cette campagne. Il faut comprendre, justement, c'est ça, avoir une conscience de classe et savoir comprendre ce qui se passe en ce moment, quoi. Et bah pour finir du coup sur l'environnement, ça fait justement écho à la gestion de la TICPE, donc la taxe sur les produits énergétiques par la région. En effet, l'augmenter serait favorable à l'environnement, mais sanctionnerait en priorité les classes populaires. Qu'est-ce que vous favoriseriez du coup ? Oui, alors les taxes, eh bien, je suis contre, hein, parce qu'elles ne sont pas du tout favorables à l'environnement, absolument pas. Hein, elles défavorisent ceux qui gagnent le moins. Hein. On a mis des taxes sur les carburants. D'ailleurs, c'est ce qui a mis le feu aux poudres un peu pour le mouvement des Gilets jaunes. Hein. C'était ces fameuses taxes où le prix du carburant s'enflamme. Et je suis absolument... vous savez, ils sont bons qu'à finalement culpabiliser le consommateur et de nous dire que s'il y a de la pollution, c'est de notre faute. Alors que les choix nous échappent complètement, alors qu'on n'a pas notre mot à dire, alors qu'on ne contrôle absolument pas ce système. Bon, eh bien, moi, je suis pour que les travailleurs, là encore une fois, eh bien, ils contrôlent, et y compris dans les entreprises polluantes, à tous les niveaux, qu'on libère la parole et qu'on autorise la parole des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, si vous dites quelque chose contre votre entreprise, vous êtes à la porte. Des lanceurs d'alerte qui ont dénoncé des méfaits polluants de leur entreprise, ils sont dehors. Donc tout ça, en fait, c'est un peu du pipeau politicien. Aujourd'hui, c'est la mode du vert, hein, puisqu'il y a vraiment un réel danger, bien évidemment, de pollution et que nous-mêmes, les jeunes, ont participé aux manifs contre le climat et nous-mêmes, on est aussi inquiets. Puis ils ont bien raison, en tout cas, de manifester contre ça. Mais là, encore une fois, penser qu'avec des mesures
du type de taxes ou les Verts au pouvoir, ou je ne sais pas, hein, qui sont des bons politiciens eux aussi. Moi, je suis d'Échirolles, donc à côté de la ville de Grenoble, elle est gérée par Éric Piolle, qui mène absolument la même politique que n'importe quel politicien, hein, qui gère l'austérité. Et c'est complètement illusoire de penser qu'on va sauver la planète avec des mesures comme ça, quand même. Et du coup, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Villeurbanne a été désignée capitale française de la culture 2022 par le ministère de la Culture. Que faudrait-il faire, donc, selon vous, en matière de politique culturelle pour augmenter l'attractivité de la région ? Eh bien, dans la culture, vous avez vu, là, c'est un peu comme la jeunesse étudiante et toute la jeunesse qui est dans la culture, eh bien, ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec la pandémie, certains sans boulot, sans indemnité, parce qu'ils n'étaient même pas intermittents du spectacle. Donc, il y a eu des mobilisations. Il y en a toujours encore. Là, il y a des centres culturels qui sont occupés. Eh bien, ils ont raison. C'est comme ça, ils se font entendre. Et je pense que la culture pour tous, eh bien, ça devrait être aussi une priorité. Mais là, c'est plutôt le parent pauvre. Hein. Il y a ceux qui pourront se payer la grande culture, entre guillemets, les riches bourgeois et tout ça, ils peuvent avoir, ils iront au théâtre, ils iront à l'opéra et tout ça. Et puis, eh ben, la culture dans les zones populaires ou à la campagne, eh bien, c'est peau de chagrin. Alors moi, je suis tout à fait solidaire de ceux qui se battent aujourd'hui pour la culture. Donc finalement, pour vous, ce serait de favoriser les théâtres et les cinémas indépendants plutôt qu'une politique de grands projets culturels. Moi, pourquoi pas des théâtres indépendants, des cinémas indépendants. Mais moi, je suis pour... vous savez, toutes ces grands groupes qui font fonctionner qui font fonctionner l'économie. Je ne suis pas pour dire il faut faire des petites choses ou il faut une société autogérée avec des petites entreprises. Je suis pour leur enlever le pouvoir sur ces grandes entreprises. Mais je suis pour que ces grandes entreprises elles soient mises en commun pour toute la société, qu'on planifie l'économie et qu'on se serve justement de ces entreprises pour le bien de tous. Alors, la classe ouvrière, les classes populaires, eh bien, elles doivent avoir accès à la culture, à la grande culture aussi. Je suis pour que les enfants des banlieues, moi, ils ont le droit d'aller dans les grands théâtres, à l'opéra, apprennent de la musique, voilà, aillent aux beaux-arts. Voilà, en général, c'est des lieux qu'ils ne connaîtront jamais de leur vie. Bon, ben voilà, une vraie société communiste, elle serait capable de faire ça dès la plus jeune enfance. Et ça, c'est primordial. D'accord. Et enfin, du coup, le versement de 25 millions d'euros d'argent public par Laurent Wauquiez à un fonds souverain pour aider les entreprises face à la crise a été, pour vous, interprété comme un vol de la collectivité, de l'argent de la collectivité. Pourquoi et quelle est votre politique en matière d'aide aux entreprises, si vous en avez, qui est une compétence finalement de la région ? Alors, de toute façon, maintenant, les métropoles, l'État, la région, partout, ça sue les aides aux entreprises parce qu'elles sont toutes pour la libre entreprise, mais enfin, elles sont toutes sous perfusion d'argent public, hein, vous remarquerez au passage. Quand j'ai parlé de vol, c'est manifestement un vol, c'est-à-dire que cet argent, on n'a aucun contrôle, hein, on paye des impôts, et puis finalement, ces impôts, eh ben, ils vont aller à une classe sociale les plus riches qui ont même pas eu, on n'a même pas prélevé la dîme là, sur leur milliard pour la pandémie. Hein, et puis maintenant, on nous demande de rembourser cette dette quand même. Vous avez entendu le gouvernement, hein, il n'est pas question d'effacer la dette. Il y en a qui laissent planer cette illusion, mais en réalité, cette dette qui est énorme, hein, je crois que c'est 146 milliards là au total, on va la rembourser, c'est la population qui va la rembourser. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça veut dire moins de budget public, ça veut dire moins pour les facultés, moins pour les lycées, moins pour tout ce qui est nécessaire à la population. Tout ça pour rembourser les banques, et derrière les banques, toujours les mêmes. Sans compter qu'en plus, cet argent, il ne va pas s'investir pour l'emploi, il ne va pas s'investir dans les entreprises. Ce n'est pas Lutte ouvrière qui le dit, c'est tous les économistes. Cet argent, il va grossir en ce moment la bulle spéculative. Et là, ils parlent tous d'un krach, et même les boursicoteurs eux-mêmes sont inquiets. Hein. Voilà, donc cet argent facile, cet argent qui est libéré par les banques centrales, qui va s'investir dans les bourses du monde entier, eh ben, c'est un grand danger parce qu'encore une fois, qui paiera ?
s'il y a un krach boursier. On a vu déjà en 2008, ça peut être pire. On l'a vu dans l'histoire avec la crise de 29, c'est des millions et des millions de miséreux en plus. Voilà. Alors si on ne veut pas en arriver là, eh bien, moi je pense que cette société capitaliste, il faut la renverser. Il faut se poser le problème de mettre en place une société vraiment communiste, une société vraiment égalitaire qui agirait pour les besoins de tous, avec bien sûr les travailleurs qui décideraient. Voilà. Alors j'appelle à voter, en tout cas les travailleurs à voter pour les listes, et puis les jeunes, bien sûr, à voter pour les listes lutte ouvrière, parce que nous sommes les seuls à dénoncer ce système réellement, et à envoyer au conseil régional, eh bien, ça serait déjà bien des représentants de leur classe, des gens qui sont dans leur camp. D'accord, je pense qu'il est désormais temps de conclure cet entretien. Merci beaucoup d'être venu vous entretenir avec nous au nom de l'association Polygone. Et merci à l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour la mise à disposition du matériel et des locaux. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet polygone.org et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. C'était le grand entretien avec Chantal Gomez. Excellente journée à tous.